La fatigue qui dépasse le physique est quelque chose que beaucoup éprouvent, même sans s'en rendre compte. Il ne s'agit pas seulement du poids de la routine, mais de quelque chose de plus profond. Une lassitude face aux répétitions de la vie, aux erreurs que nous commettons sans cesse et aux promesses que nous ne tenons pas. Pensez à cette sensation de vieillir de l'intérieur, même si votre apparence ne change pas. C'est comme si l'âme portait le poids des échecs et des mauvais choix, créant un cycle d'insatisfaction. Ce sentiment n'est pas uniquement le vôtre, il reflète la lutte que nous menons tous face à notre condition humaine. Au fil des ans, beaucoup commencent à se demander « c'est tout ?» La liberté que nous imaginions obtenir en grandissant semble de plus en plus lointaine, et la routine, se lever, travailler, payer des factures, devient une prison invisible. Cela engendre une crise silencieuse, où même donner son avis ou exprimer ses pensées semble inutile. Que reste-t-il alors? Trouver un sens à ce que nous faisons. Mais souvent, le travail et la vie semblent simplement mécaniques, dépourvus de véritables objectifs. Et c'est cela qui nous fatigue plus que tout effort physique. Il y a ceux qui, tentant d'échapper à cette prison émotionnelle, se tournent vers diverses formes de quête intérieure. Thérapie, philosophie, voyage intérieur profond. Et bien que le soulagement semble ne jamais venir, il arrive un moment où une seule idée peut tout changer. C'est comme un déclic soudain. Pour certains, une vision philosophique ou un éclair thérapeutique ouvre une nouvelle perspective. Imaginez passer des années en thérapie et un jour ordinaire, une phrase d'un philosophe comme Sartre ou Descartes change votre vision de ce que signifie exister. Ce sont dans ces petites épiphanies que nous commençons à comprendre que le chemin vers la liberté intérieure ne réside pas dans de grandes révolutions, mais dans de petites réflexions quotidiennes. La liberté, un concept que beaucoup d'entre nous valorisons, semble parfois en conflit avec le travail que nous accomplissons chaque jour. Après tout, nous travaillons tant pour obtenir notre liberté, mais l'avons-nous vraiment atteinte? Pour beaucoup, la routine du travail, des factures à payer et du maintien d'une vie confortable semble étouffante. C'est comme si nous courions sans cesse sur un tapis roulant, sans jamais avancer. Et cette course sans fin, cette liberté apparente gagnée par nos efforts quotidiens, se révèle être une prison où le sens de la vie semble glisser entre nos doigts. Combien de fois vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous faites chaque jour a vraiment de l'importance? Pour Sartre, la liberté n'est pas une concession externe, mais quelque chose d'interne, que l'on conquiert en vivant selon qui nous sommes vraiment, sans masque ni personas. Le travail, lorsqu'il est perçu uniquement comme une obligation, devient un piège pour notre liberté intérieure. Combien de personnes connaissons-nous qui se définissent par leur emploi, par la carrière qu'elles ont choisie, mais qui ressentent un immense vide intérieur? Le travail devrait être plus qu'un simple moyen de survie. Lorsqu'il s'aligne avec notre objectif et notre identité, il peut être libérateur. Mais quand il ne sert qu'à remplir les jours, nous perdons le sens de qui nous sommes. Le chemin pour retrouver cette liberté dans le travail consiste à redonner du sens à ce que nous faisons. Cela ne signifie pas tout abandonner et changer de vie, mais plutôt voir au-delà des tâches quotidiennes. De petits changements peuvent faire une grande différence. Ce projet que vous avez mis de côté parce qu'il semblait impossible, cette conversation difficile que vous avez évitée au travail, ou même la décision de chercher quelque chose qui fait vraiment battre votre cœur. Ce sont ces choix qui, progressivement, peuvent reconnecter le travail à votre vraie liberté. Et plus important encore, à la sensation que votre vie a un but et une valeur. Souvent, nous nous retrouvons au milieu du chaos émotionnel, cherchant des réponses dans des choses superficielles. Pour certains, la thérapie est le premier pas vers une connaissance de soi plus profonde. Mais elle n'apporte pas toujours des solutions rapides. Ce sont des années d'exploration intérieure, affrontant de vieilles douleurs, des questions récurrentes, et parfois la frustration de voir que les progrès sont lents. Puis, quand on s'y attend le moins, une idée philosophique peut éclairer ce chemin. Il ne s'agit pas d'abandonner la thérapie, mais de la compléter par de nouveaux horizons. Sartre, par exemple, nous aide à comprendre que la construction du moi n'est pas statique, mais une création constante.
Quelque chose qui peut, d'une certaine manière, alléger le poids de se sentir piégé dans une identité rigide. Descartes, quant à lui, avec sa célèbre phrase « Je pense, donc je suis », propose un point de départ intéressant. La thérapie nous pousse souvent à questionner qui nous sommes, mais des philosophies comme celle-ci nous invitent à regarder au-delà du moi que nous imaginons être. Et c'est dans ce croisement entre psychologie et philosophie que nous trouvons de nouvelles idées. La question n'est pas seulement « qui suis-je ?», mais « qui puis-je devenir ?» La découverte de soi est en fin de compte un processus continu. Et lorsque nous commençons à comprendre cela, le poids du moi que nous portons devient plus léger, car nous réalisons qu'il peut être façonné, transformé et ajusté en fonction de nos expériences et de nos réflexions. Le moi est un concept fascinant, et Descartes comme Sartre l'aborde de manière à nous faire réfléchir sur notre propre existence. Descartes, avec sa célèbre phrase « Je pense, donc je suis », a proposé que l'existence humaine repose sur la capacité de penser. Pour lui, le simple acte de douter prouve déjà notre existence. Cela semble simple, mais cette idée était révolutionnaire, car elle suggérait que le moi est quelque chose de concret, un noyau de ce que nous sommes. Cependant, Sartre est venu défier cette notion. Il a soutenu que le moi n'est qu'une construction de l'esprit, une représentation créée par la conscience, qui ne définit pas entièrement ce que nous sommes. Pour Sartre, l'essence véritable réside dans la conscience elle-même, qui existe avant même le moi que nous connaissons. La critique de Sartre à l'égard du concept cartésien va plus loin. Il suggère que cette construction mentale du moi est en réalité un masque que nous utilisons pour faire face au monde. C'est comme si le moi était une armure, quelque chose que nous portons pour naviguer à travers les normes de la société. Ce moi n'est pas fixe, il est façonné par ce que nous apprenons, par ce qui nous est imposé et par les attentes que les autres ont de nous. À partir de cette perspective, le moi devient quelque chose de malléable, de changeant, et souvent, il ne reflète pas notre véritable essence. L'esprit humain a une capacité fascinante à projeter une version simplifiée de la réalité, ce qui nous permet de naviguer dans la complexité de la vie. Pensez à une banane. Vous ne la connaissez pas vraiment. Vous la représentez simplement dans votre esprit en fonction de vos expériences passées. Il en va de même pour le moi. Tout comme nous ne pouvons pas connaître pleinement une banane, nous ne pouvons pas non plus comprendre entièrement qui nous sommes. Ce que nous appelons le moi est une projection créée par la conscience, une construction mentale. La véritable conscience, en revanche, va au-delà de cette projection. C'est elle qui perçoit le monde et crée ses représentations, une entité qui transcende la limitation du moi. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle a des implications très pratiques. Souvent, les gens se sentent piégés dans des identités qu'ils croient immuables. Je suis comme ça et je ne peux pas changer. Pourtant, en comprenant que le moi n'est qu'une création de l'esprit, une représentation de la conscience, la possibilité de transformation surgit. Si la conscience est ce qui perçoit, et non ce qui définit le moi, alors nous pouvons changer ces représentations. Au lieu de nous limiter à une version figée de qui nous sommes, nous pouvons transcender et recréer ces projections à partir de nouvelles perceptions et expériences. Cela ouvre la porte à une plus grande liberté intérieure, où le passé et les identités fixes ne nous emprisonnent plus. Ce concept de transcendance de la conscience est une invitation à vivre dans le présent, sans s'attacher aux définitions passées de ce que nous croyons être. Lorsque nous nous libérons de ces projections, nous commençons à voir le monde avec plus de clarté, sans les distorsions créées par des années de conditionnement social et d'attente. La métaphore du masque social est puissante, et d'une certaine manière, nous en portons tous un. Le mot persona, qui vient du latin, signifie masque. Et dans la vie quotidienne, nous sommes comme des acteurs sur une scène, jouant des rôles qui souvent ne correspondent pas à ce que nous ressentons à l'intérieur. La société nous impose ces masques. En attendant que nous nous comportions selon des normes et des attentes qui ne reflètent pas toujours qui nous sommes vraiment. Si vous vous êtes déjà senti épuisé en essayant de répondre aux attentes de tout le monde, que ce soit au travail, à la maison ou sur les réseaux sociaux, vous connaissez le poids que ce masque peut avoir.
Mais sommes-nous destinés à vivre éternellement derrière lui? Les masques sociaux sont nécessaires dans de nombreuses situations. Après tout, personne ne peut exprimer ses pensées les plus intimes à tout moment. Cependant, le danger survient lorsque nous commençons à nous identifier davantage à ce masque qu'à notre véritable essence. La culture et la société nous façonnent souvent de telle manière que nous oublions qui nous sommes derrière les couches d'attente. Pensez au théâtre grec, où les masques étaient utilisés pour représenter des personnages fixes. Et réfléchissez au nombre de fois où vous avez dû jouer le rôle du professionnel parfait, de l'enfant exemplaire ou de l'ami amusant, alors qu'en réalité, vous vous sentiez épuisé et déconnecté. Cette déconnexion est souvent à l'origine de crises d'identité. Imaginez-vous vous réveiller un jour et découvrir que vous n'êtes plus celui que vous étiez. C'est l'essence même de la crise d'identité. Quelque chose que Franz Kafka a brillamment capturé dans La Métamorphose. Gregor Samsa, le protagoniste, se transforme en un insecte monstrueux, perdant complètement son ancienne identité. Mais cette métamorphose va bien au-delà de l'apparence physique. Elle reflète le sentiment d'inutilité et d'insignifiance que beaucoup d'entre nous ressentons lorsque nous ne sommes plus productifs aux yeux de la société. Pour Gregor, sa valeur était intrinsèquement liée à son travail. Et en perdant cette capacité, il se retrouve dépouillé de toute identité. Cet exemple kafkaïen est un avertissement puissant sur la façon dont la société définit notre valeur en fonction de ce que nous faisons et non de ce que nous sommes. Combien de fois avons-nous entendu des phrases comme « tu es ce que tu fais ». Cette crise d'identité, cependant, ne doit pas marquer la fin. En reconnaissant que l'identité va au-delà de la productivité et des attentes extérieures, nous pouvons commencer à la reconstruire sur des bases plus solides. La connaissance de soi et l'amour de soi. La philosophie de Jean-Paul Sartre nous invite à une réflexion profonde sur ce que signifie exister. Pour Sartre, le moi que nous construisons est une prison, façonnée par les attentes sociales et l'image que nous voulons donner au monde. Ce moi est une projection, quelque chose que nous créons pour nous conformer à ce que les autres attendent de nous. Et vivre en fonction de ces projections peut être incroyablement épuisant. Cette fatigue n'est pas seulement physique, mais existentielle. L'épuisement de tenter d'être quelque chose qui, au fond, ne correspond pas à notre véritable essence. La fatigue de être moi reflète la lutte constante pour maintenir une identité qui ne nous appartient peut-être pas vraiment. Sartre nous enseigne que la véritable liberté réside dans le fait de laisser de côté cette construction artificielle du moi et de vivre dans le présent. Le problème est que tout au long de la vie, nous accumulons tant d'attentes, tant de pressions extérieures, que l'idée de nous libérer semble impossible. C'est comme porter un sac à dos rempli de pierres qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on nous a appris à porter. Et que se passe-t-il lorsque nous commençons à lâcher ces pierres? La vie devient plus légère. Cela ne signifie pas que nous abandonnons nos responsabilités, mais que nous arrêtons de vivre pour plaire aux autres et commençons à vivre pour nous-mêmes. Cette fatigue d'être moi peut alors être soulagée en nous permettant d'exister sans tant de masques. Cette philosophie peut être appliquée de manière pratique dans la vie quotidienne. Commencez par de petits actes de lâcher prise. Vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde, et vous n'avez pas à vivre selon ce que les autres attendent de vous. Essayez de dire non quand quelque chose ne fait pas sens pour vous, ou priorisez des moments de loisirs qui ne sont pas liés à des résultats ou à la reconnaissance. Le secret est de vivre pleinement dans le présent, d'accepter vos imperfections et d'abandonner l'idée d'un moi parfait. En faisant cela, vous commencerez à ressentir la véritable liberté intérieure dont Sartre parlait tant. La liberté de simplement être, sans les chaînes de l'image que nous essayons désespérément de maintenir. Si ce contenu vous a fait réfléchir, je serai très heureux d'avoir votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos idées. Votre participation est très importante et enrichit la discussion. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like pour que plus de gens puissent découvrir ce contenu. Ah, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune mise à jour.
Ensemble, continuons à explorer des sujets profonds qui peuvent transformer notre manière de voir le monde.